c'est la chasse au loup en 1985, suivi du Grand Cortège en 86. Est-ce que c'était un sujet qui s'est imposé petit à petit, ou dès 72, vous aviez déjà un peu dans la tête une histoire de Vendéens insurgés en germe? Je l'avais certainement en tête depuis longtemps, mais il se trouve que vous évoquiez tout à l'heure les grands ancêtres du roman historique. J'ai été professeur à Fougères et bien sûr avec mes élèves, j'ai travaillé là-bas à Fougères dans la forêt avec les chouans de Balzac. Et en étudiant cet ouvrage, cette grande fresque, je pensais déjà à mon travail personnel d'écrivain. Et quand je suis revenu en Vendée, je suis complètement parti sur les traces de mes propres ancêtres qui ont été embarqués dans la virée de Galerne. Et c'est ce que j'ai entrepris avec la chasse au loup et le grand cortège, l'épopée de ces Vendéens du village de Château-Fromage et Mouton Blanc qui sont obligés de quitter le village et qui vont s'en aller vers entreprendre cette aventure improbable. Et c'est sûr que pour le romancier, quand on parle de roman et d'histoire, l'histoire est là, bien sûr, c'est la base, mais quand on est romancier, on cherche à la fois à mettre de la chair dans cette histoire, mais on cherche aussi à faire que cette histoire parle au moment où on l'écrit aux gens d'aujourd'hui, aux gens du moment. Et quand j'ai écrit La chasse au loup et le grand cortège... Oui, parce qu'on en reparlera, parce que vous avez fait une autre série, oui. Et d'ailleurs il y a une évolution. Hein. Oui, c'est ça. Mais quand j'ai écrit La chasse au loup et le grand cortège, l'histoire de la Vendée, c'était encore quelque chose qui était complètement confidentiel. Je sais que quand j'arrivais chez Robert Laffont à la maison d'édition, là-bas à Paris, fort gentiment, mais en même temps avec un fond de pensée véritable, on me disait « Comment ça va là-bas chez toi dans ta sauvagerie ?» L'image de la Vendée était encore celle-là. Et si j'ai écrit La chasse au loup et le grand cortège à cette époque-là, c'était pour affirmer ce qu'avait été cette épopée et ce désir de liberté, ce combat pour la liberté des Vendéens. Vous aviez un peu, c'est aussi une question peut-être aussi à Richard Luel, ces références, alors vous avez parlé de Balzac, mais il y a eu finalement de manière peut-être un peu confidentielle, mais comme des romanciers qui se sont attelés à ce sujet pendant 2 siècles, ou pendant moins 150 ans, ça a été, il y a eu quelques belles réussites quand même. Oui. Il y a eu, je dois le dire, ma fréquentation de Michel Ragon, très vite on a été proches, et le travail qu'a fait Michel Ragon autour des guerres de Vendée a été pour moi, je dirais, capital. Et je dirais même pour la Vendée, même pour l'histoire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que les historiens font un travail de scientifique d'une certaine façon. Le romancier, lui, fait peut-être un travail de divulgation. Et le chemin qu'a fait dans l'inconscient et dans le conscient collectif le travail de Michel Ragon a été vraiment très important. Et j'ai profité de cette voie qu'il avait pu ouvrir pour continuer c'est amusant à ma façon. C'est amusant parce que le roman un peu pivot autour des guerres de Vendée, c'est Les Mouchoirs de Cholet de Michel Ragon. C'est amusant parce que c'est aussi une référence à la chanson vendéenne. La chasse au loup, c'est aussi une référence à la chanson vendéenne. Aussi, si. On a été très proches et je dirais que nos travaux de recherche se sont croisés, se sont retrouvés. Ça a été un formidable compagnon pour moi. Surtout que lui, il a aussi, quelque part, connu un tournant avec L'accent de ma mère, on est en 1980. C'est aussi un retour aux sources. Un retour au roman, déjà. Et un retour à la Vendée. Voilà, c'est ça. Il était parisien. Oui, parisien, dans l'architecture, dans l'art. Oui, il était ailleurs, d'une certaine façon. Il avait vécu aussi une vie nantaise. Oui. Et il revenait à la Vendée par les guerres de Vendée, par L'accent de ma mère quand même, d'abord, et puis par Les Mouchoirs rouges, dont le retentissement a été considérable. Alors vous parliez de ces meuniers que vous mettez en scène, ces meuniers de Château-Fromage, à côté de La Roche-sur-Yon et Violier, dans vos premiers romans, les Goupillots, là, les Moutons Blancs.
qui sont vos ancêtres en fait, Oui, hein, c'est ça. Richard, vous avez écrit un roman très récemment, Le Souterrain au trésor. Il y a aussi de ça, il y a aussi un peu d'ancêtres qu'on met dans ces... ou de part un peu familiale qu'on va mettre plus ou moins par dose dans le roman. Oui, tout à fait. Moi, je me suis inspiré de certains de mes ancêtres, oui. Alors évidemment, je ne vais pas tout divulguer parce qu'il n'y a que moi qui, dans l'histoire, peut comprendre. Et puis il faut garder une certaine part intime quel lien aussi. ont mes personnages avec des ancêtres qui ont réellement existé. Je suis tout à fait d'accord avec Yves Violier sur ce qu'il vient de dire à propos du roman et de son intérêt. En ce qui me concerne, moi, je m'étais pas du tout destiné à vouloir devenir un écrivain. Moi, je me passionne depuis plus de 20 ans pour l'histoire des guerres de Vendée, et plus particulièrement pour l'histoire de notre petit terroir, enfin, d'où je suis originaire, ici, à cheval, entre la Vendée, ce qu'on appelle vulgairement la Vendée départementale, et la Vendée deux-sévrienne, puisqu'on est sur le territoire historique de la Vendée militaire. Oui. Et je me passionne pour tous les petits points de détail. Tel endroit, il y a eu un combat, tel endroit, il y a eu un massacre, tel endroit, il y a eu, quelquefois, c'est un prêtre qui est enterré au pied d'une vieille croix, etc. Et bien souvent, ce genre de choses n'est pas abordé dans les grands livres d'histoire généralistes. Et ma passion, au départ, c'est de faire de la recherche aux archives et par tous les moyens sur lesquels on peut avoir accès, pour découvrir toute cette petite histoire de détails. Oui, et puis alors, vous, il y a aussi il y a un côté mystérieux, peut-être la recherche de quelque chose de précieux, d'un trésor. Il y a aussi un flashback avec notre époque aussi. Il y a des liens de ce couple qui achète une maison. Hein. Alors oui, voilà. je me suis amusé en fait, comme je vous disais tout à l'heure, je crois en fait que je découvre un petit peu le métier d'écrivain. Je crois qu'on se raconte une histoire à soi-même d'abord. Et moi, j'ai été bercé par ça avec une grand-mère qui me racontait, quand j'avais 4 ou 5 ans déjà, des histoires de loups, de fantômes dans des chemins creux, etc. Et je crois que ça a vraiment imprimé. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans, je crois que je pense encore aux histoires de ma grand-mère. Et les mystères un petit peu de notre campagne, de notre bocage. Et mon livre, effectivement, il s'articule sur 2 époques. Donc au lendemain des guerres de Vendée, des vétérans des guerres de Vendée qui préparent plus ou moins le soulèvement de 1815 et qui vont cacher des choses sans se douter que 200 ans plus tard, aux endroits où ils ont caché quelque chose, un jeune couple va venir acheter une maison, essayer de tenter de retaper un peu cette maison, il casse un mur et il découvre quelque chose dans une anfractuosité du mur qui va complètement bouleverser leur vie quotidienne, puisqu'ils vont se mettre en quête d'un trésor, comme le titre l'indique. Évidemment, je ne vous en dis pas plus, parce que sinon vous n'aurez pas envie de le lire. Il ne faut jamais trop en dire. Le tome 2 est en préparation, il devrait sortir, je ne sais pas, peut-être en début d'année prochaine, mais il ne faut pas le dire à mon éditeur, parce que je crois qu'il est sur les stands et il voudra que je le sorte trop tôt. C'est paru chez Le Lys et Le Lin. Le roman, on l'a compris, et je pense que c'est un peu basique de le dire, mais peut-être le redire avec le sujet qui nous intéresse, c'est que il permet beaucoup de choses. Et donc on va, là, pour ce qui est de Richard Lehel, il y a des passages un peu mystérieux, des choses qui ne sont pas connues, de l'histoire, des bouts d'histoire où il n'y a pas d'histoire justement, et on peut peut-être, le romancier peut peut-être s'y intégrer pour rajouter quelque chose. Et ce qui est encore mieux, j'allais dire, pour le sujet des guerres de Vendée, c'est de pénétrer un peu les consciences, de faire parler les gens, parce que le Vendéen, il parle pas trop, non? Oui, et ce qui est intéressant, c'est de se projeter dans les mentalités de l'époque. Pourquoi se poser la question du pourquoi? Pourquoi les gens se sont levés? Pourquoi ils se sont levés? Pourquoi pas les autres? Et puis savoir essayer d'aller au fond des reins et des cœurs pour savoir comment ils ont vécu ce moment-là dans leur chair. Vous parliez du détail vrai, trouver vraiment les détails vrais. Les historiens, l'histoire est, pour le romancier que je suis, moi, l'histoire c'est le matériau de base. Oui. Et puis ensuite, c'est à moi de remplir les blancs et d'y mettre de la chair, d'y mettre du sang, d'y mettre justement, des pensées, du sentiment, de l'âme. De l'émotion. Oui. Et parfois aussi, peut-être dire ou dénoncer, parfois, ou montrer l'absurdité de la guerre. Hein. Oui. Il y a de ça aussi quand même. Oui, parce que montrer, des fois, j'emploierais pas le mot montrer parce que
Un roman, ça doit pas être une démonstration. Il raconte la vie, mais il doit dire cette absurdité, la violence. Quand on écrit aujourd'hui, on écrit pour les gens d'aujourd'hui, et on leur parle avec, si on se situe dans l'histoire, avec ce qui s'est passé dans l'histoire, et peut-être que d'une certaine façon, on l'a perverti parce qu'on la lit avec nos yeux d'aujourd'hui, mais ça n'est pas inintéressant parce que quand j'écrivais La chasse au loup, le grand cortège, il se passait des choses du côté du Moyen-Orient et je m'apercevais que finalement la violence humaine, le goût de la guerre des hommes est une donnée permanente. C'est une donnée permanente et les guerres de Vendée sont une donnée aussi un peu permanente dans l'ADN du Vendéen. Vous êtes revenu à ce sujet, Yves Viollier, parce que vous avez écrit beaucoup de romans dans les années 2010, oui. Avec 3 romans, Délivre-moi, oui. Même les pierres ont résisté et L'instant de grâce, oui. Entre 2010 et 2014. Toujours un peu avec des thématiques, il y a la quête de l'identité aussi. Oui, oui. Mais chaque roman a là vraiment un thème qui, je pense, peut parler aujourd'hui. Le Délivre-moi, c'est la quête de l'identité, vraiment. Alors pourquoi vous êtes revenu? Parce que, alors à l'époque, c'est aussi, il y avait l'actualité des charniers du Mans, non, c'est ça? C'est ça, Comment ça s'est passé? Les romans sont toujours le fruit de rencontres. Et un jour, sur le journal, j'ai vu qu'on venait, alors qu'on était en train de reconstruire le théâtre au centre du Mans, les pelleteuses ont révélé des charniers. J'ai vu entre guillemets, ce fait divers dans le journal. J'ai dit à mon épouse, il faut que je prenne ma voiture, il faut que j'aille là-bas. Et je suis descendu avec les archéologues dans les charniers, j'ai vu ça. Et il m'a semblé que, personnellement, ça fait partie de notre héritage, notre mémoire. C'était dans ma mémoire personnelle l'héritage de ces Vendéens du Mans. Et j'ai fait cette histoire d'une femme d'aujourd'hui qui est habitée par ce qu'ont vécu ses ancêtres 200 ans avant. Ça, c'est un travail sur la mémoire, le premier. Quant à même les pierres ont résisté, c'est un travail là sur la résistance, l'esprit de résistance, l'esprit de... ne pas marcher dans le comportement moutonnier, quelquefois, qu'on peut constater chez nos contemporains. La volonté, l'instinct de survie aussi. De survie. C'est une histoire fabuleuse. Ce qui s'est passé dans la forêt de Grala. Ces Vendéens qui se sont réfugiés là et qui, pendant l'hiver 94, qui était un hiver terrible, ils ont constitué une nouvelle communauté. Ils ont vécu entre eux. Et lorsque le général Ferrand est entré dans la forêt, alors que les Vendéens, ils étaient plusieurs milliers là, alors que les Vendéens étaient partis, il a découvert une forge, il a découvert un hôpital. Pour le romancier, faire vivre cet hiver-là, c'était une aventure formidable. Et puis quant à L'instant de grâce, eh bien là, c'est la rencontre, c'est un roman autour du pardon. La rencontre de 2 hommes qui ne devaient jamais se rencontrer, à savoir Bonchamp, qui pour moi, on est chez La Roche-Jacquelin ici, mais je crois que Bonchamp est l'un des grands généraux des guerres de Vendée, et peut-être qu'on ne parle pas assez de lui. Certainement un des plus compétents également. Oui, un des plus compétents, un des grands généraux. Et un grand chrétien. Et un grand chrétien. Son geste n'a pas été un geste de quelqu'un qui est en train de mourir, comme on a pu dire, qui commence à avoir peur et qui dit c'est pas du tout ça. C'était bien plus profond que cela. Et puis David d'Angers, à mon avis, c'est le grand sculpteur du 19e siècle, qui a été effacé ensuite par Rodin. Victor Hugo l'a dit, il est le premier grand sculpteur romantique. Et son chef-d'œuvre, c'est certainement celui qu'on voit à Saint-Florent-le-Vieil, le pardon, le geste de Bonchamp. Donc faire se rejoindre, et c'est ce qui s'est passé, pour un romancier, faire se rejoindre ces deux talents, génies, et l'un et l'autre, d'une certaine façon, tout en restant l'un complètement républicain. David d'Angers a toujours été républicain, et l'autre, on sait ce qu'il était, les faire se rejoindre et les faire se parler. C'était une belle aventure romanesque et qui a quelque chose à nous dire aussi aujourd'hui autour du pardon.
Richard Luel, Alors, est-ce que vous avez envie de répondre, moi, d'échanger là-dessus? je suis tout à fait d'accord, je partage tout à fait l'avis du Violier. Je crois aussi qu'il est important de... Beaucoup de gens sont un peu frileux quand il s'agit d'aborder les guerres de Vendée. Beaucoup de gens me disent, moi, ah, ben, ça m'intéresse, mais oui, mais c'est compliqué. Oh, puis, les livres techniques, etc., c'est pas pour nous. Moi, je pense que le roman est un bon moyen que les gens s'interrogent un petit peu sur leur identité et puis sur les événements qui se sont produits. Et moi, particulièrement, bon, ce que j'ai écrit, ça se passe dans ce petit coin du nord des Deux-Sèvres, qui est un petit peu occulté quelquefois, parce qu'on parle des guerres de Vendée, on parle des guerres de Vendée, voilà, bon, la Chaboterie, les Lucs-sur-Boulogne, on va en parler dans les Mauges avec Chemillé, Saint-Florent-le-Vieil. Et puis sur le nord des Deux-Sèvres, bon, ici nous sommes au château de la Durbelière, donc même le château de la Durbelière, vous savez, c'est là le lieu natal le lieu de naissance d'Henri de la Roche-Jacquelin. Il est assez peu connu. Les gens en parlent, mais ne savent pas forcément le situer sur une carte. Et c'est un petit peu ce qui se passe sur le nord-ouest des Deux-Sèvres. On a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de massacres, beaucoup de combats. Et les gens, oh bah oui, mais c'est dans les Deux-Sèvres, c'est pour des guerres de Vendée dans les Deux-Sèvres. Est-ce qu'il y a une mémoire, parce que souvent ça peut aussi le terreau, est-ce qu'il y a une mémoire familiale, il y a une mémoire, mais alors, c'est une mémoire qui est, alors bizarrement, villageoise, familiale? Bizarrement, moi j'étais persuadé, vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, je dirais, il y a une mémoire vivante en Anjou, il y a une mémoire vivante quand même dans le département de la Vendée, surtout pour le département de la Vendée, bon, on sait avec le Puy du Fou, etc., que bon, désormais les gens sont très attachés quand même à leur identité, et les gens savent ce qui s'est passé, globalement. Dans les Deux-Sèvres, je vous aurais dit il y a 10 ans, oh ben non, les gens ils savent pas. Et en fait, moi je me suis rendu compte, lors de séances de dédicaces notamment, des gens qui étaient venus me voir, qui avaient lu mon livre, qui ont dit mais oui, mais c'est vrai ce que tu racontes, là, à tel endroit, il y a eu un combat, il y a eu un massacre. Oui, mais le grand-père l'avait vu dire par son grand-père, là-bas à Saint-André-sur-Sèvre, il y a une fosse commune, il y a 60 personnes d'enterrées, les paysans ont toujours refusé de cultiver le champ, donc c'est en friche. Et ben oui, mais moi je sais où c'est, je peux vous montrer où c'est et tout. Et les langues petit à petit se délient. Mais jusqu'ici, j'ai l'impression que les Deux-Sévriens étaient un petit peu coincés parce que le grand frère vendéen, ah oui, ben, on n'est pas aussi fort qu'eux. Enfin bon, voilà. Mais petit à petit, moi je me rends compte au contact du public que petit à petit les langues se délient. Mais on c'est toujours un petit peu sous le mode de la confidence, c'est-à-dire, oh mais moi je le sais, je l'ai vu dire, il y a eu ça là-bas. Mais oh ben, faudrait que vous en parliez, mais il ne faut pas dire que c'est moi qui vous l'ai dit. Voilà, en gros c'est un peu ça. Et bon, je trouve le truc assez amusant, mais c'est d'un autre côté, c'est pour en revenir à ce que je disais au début, c'est le roman permet un accès à un public plus large, on va dire qu'un livre technique, qu'un livre scientifique. Le public est plus large et il y a une manière ludique. Bon ce que j'ai écrit, bon, il y a quelques petits aspects d'humour également. Donc on est sur deux époques. Que les gens qui vivent actuellement se transposent un petit peu. Qu'est-ce qui leur serait... Bah, disons, si ça m'arrivait, moi aussi, de trouver un trésor dans ma maison, qu'est-ce que je ferais? Et puis, bah, dis donc, ça se trouve, il s'est passé des choses chez moi pendant les guerres de Vendée, moi aussi. Et ils se posent des questions et je crois que c'est très bien comme ça. Mais c'est pas que dans les Deux-Sèvres, on est un petit peu honteux de son histoire. En Vendée, il y a quelques années. Ah ben oui, en Vendée, c'était ça, il y a quelques années. Ça ne l'est plus maintenant, au contraire. Ça ne l'est plus. Hein, je crois quand même. On est peut-être même un peu trop chauvin. Même. Quelquefois, ça peut arriver. Mais je pense que les Deux-Sèvres ont justement un petit peu le retard qu'a eu. Enfin, par rapport à la Vendée, il y a 30 ou 40 ans, voilà. où, comme vous disiez, bon, le pays de sauvagerie, etc. Ouais. Et puis les Deux-Sèvres, on est un petit peu resté encore dans cette optique-là. Et puis c'est vrai que bon, le nom Deux-Sèvres est moins prestigieux que le nom Vendée. Et puis ben, vous allez à l'autre bout de la France, vous parlez des Deux-Sèvres, déjà les gens ils ont un peu de la peine à se situer sur la carte. Moi quand je m'en vais, si je vais dans le sud de la France, je suis obligé de dire, ben voilà, vous savez d'où je viens? Ben, alors oui, alors c'est entre Cholet, le Puy du Fou, 100 km de Nantes, 100 km des Sables d'Olonne. On n'est pas très loin du Puy du Fou non plus. Voilà, tout à fait. Mais ils ont du mal à situer. Ils ont un petit peu de mal à situer. Et puis je crois que les Deux-Sévriens ont un peu de mal à se situer aussi. Et par rapport aux guerres de Vendée, il y a une petite réticence. Mais je crois que c'est en train d'évoluer. Et puis déjà le succès de l'association de la Durbelière, qui est une jeune association. Voilà, qui nous réunit aujourd'hui.
ça prouve quand même que les gens du cru commencent à se mobiliser, à se dire ce que fait le voisin, ce que font les voisins vendéens, mais pourquoi on ne pourrait pas le faire nous aussi, parce que nous aussi on a le du modèle patrimoine. vendéen. Voilà, c'est le modèle, on va dire. Moi je vous dis le grand frère, on va dire. Oui, très bien. Bon, alors il y a des sources, on va marquer bientôt une pause évidemment, on peut revenir un peu sur cette idée du roman comme véhicule un peu de la mémoire, et puis il y a eu une tradition un peu du roman aussi, j'aimerais bien qu'on en parle parce que ça vous a, Yves, ça vous a aussi porté, des gens comme peut-être Joseph Frouillet ou Jean Huguet, et puis d'autres, parce qu'en fait il y a pas mal d'inconnus ou d'anonymes ou de gens moins connus qui ont écrit aussi. Oui. Oui. Là, je parle des 50 dernières années. Oui, hein. oui, ben on peut évoquer la Société des écrivains de Vendée. Voilà. C'est ce dont vous parliez. Quelqu'un comme Jean Huguet, avec son action culturelle déjà, Oui, sa création d'éditeur. d'une maison d'édition. Je dois dire que j'ai eu une chance formidable lorsqu'à 17 ans, Jean Huguet s'est décidé à me publier. C'était pour moi un cadeau. Pour le lycéen que j'étais, je n'avais rien écrit, je n'avais rien fait. Il vient vers moi et il me demande d'aller plus loin. Et j'ai fait ce chemin avec lui, à la fois autour, sans doute des guerres du Vendée, mais autour du travail romanesque. Et puis, j'étais avec lui lors de la création de la Société des écrivains de Vendée. Là, j'avais 18 ans. et je voyais donc lui, je voyais donc Joseph Frouillet, qui avait écrit La mieux aimée, Jean Huguet, qui a écrit Un cœur d'étoffe rouge. Je voyais comment ils abordaient l'histoire à travers le roman. Et pour moi, c'était des ouvreurs, ils ouvraient une voie. Et quand Jean Huguet est venu vers moi en me disant « Je crée ma propre maison d'édition et je publie un auteur chevronné, André de Ruel, normand, mais je veux qu'il y ait un Vendéen et je veux que ce soit un jeune, il faut que ce soit toi. » Moi j'avais 20 ans, je lui ai dit « Mais Jean, je n'ai rien écrit, je n'avais publié que quelques nouvelles ici et là. » Mais il me dit « Tu te mets au travail, tu écris ton roman. » Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman. Et cet homme m'a accompagné pendant quelques années. Il m'a publié trois romans. Et puis il a eu l'honnêteté, sa maison d'édition s'appelait Le Cercle d'Or, mais il était un pionnier là encore en la matière. Les maisons d'édition régionales n'existaient pas. Il y avait des imprimeurs, les outils n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il avait créé sa maison d'édition. Et lorsque mes livres ont commencé à marcher, il a eu l'honnêteté de me dire « Écoute, maintenant je ne peux plus rien pour toi, il faut que tu ailles à Paris, va chez un éditeur parisien. » Alors qu'il aurait pu profiter du travail qu'il avait effectué avant. Et je suis donc parti ensuite chez Flammarion et Robert Laffont. J'ai eu ces gens-là qui m'ont accompagné alors que j'en étais à mes débuts. C'est un cadeau, je crois que nous devons, et c'est l'intérêt de manifestations comme celle-ci, elles permettent de rencontrer des écrivains et d'être aussi des passeurs auprès d'autres écrivains. Petite dernière question, quand vous voyez des jeunes auteurs s'emparer du sujet, ce sera d'ailleurs le thème d'une table ronde qui va suivre tout à l'heure sur la jeunesse et comment parler à la jeunesse par les jeunes. Qu'est-ce que ça vous évoque justement comme des gens comme Armand Bérard ou d'autres qui quand je vois le travail d'Armand Bérard par exemple, c'est formidable. Je me dis, lorsqu'Armand est venu en me disant on fait quelque chose à la Durbelière, est-ce que vous viendriez avec nous? Tout de suite, je n'ai pas hésité une seconde, j'ai dit oui. Au contraire, moi ce qui m'a été donné, je pense que c'est absolument normal que je le rende. Ah oui, tout à fait. Alors, moi, je connais Armand depuis 2013. La première fois qu'il m'a parlé de son roman de la Durbelière, il me dit j'ai écrit un truc, mais c'est très long, etc. Et moi, à la fin du premier tome, moi, j'étais époustouflé. À 25 ans, pour moi, c'est un génie. Hein, je sais pas quand il aura 50 ans ce que ça va donner, mais c'est extraordinaire. Je recommande vraiment vivement.